bonsoir à toutes et tous. C'est donc un samedi noir au Proche-Orient. Ce matin, des militants palestiniens ont attaqué par surprise plusieurs villes israéliennes. Une opération d'une ampleur sans précédent. On évoque 100 morts côté israélien. Israël qui a ensuite réagi en bombardant lourdement la bande de Gaza. Là, on évoque au moins 200 morts côté palestinien. Des bilans qui ne sont malheureusement que provisoires. Retour sur cette journée qui fera date dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est avec Mathieu Van Winkel. Je dois vous prévenir, les images sont difficiles. Des militants islamistes du Hamas armés dans les rues d'Israël. Il est tôt ce matin, les assaillants ouvrent le feu sur tout ce qui bouge. L'armée israélienne réplique, le pick-up est détruit. À cet arrêt de bus, plusieurs civils israéliens ont perdu la vie. Sur cette autoroute, un chien refuse de quitter cette voiture. Il est le seul survivant du passage des tireurs. Le Hamas utilise aussi des drones pour bombarder les soldats israéliens. Dans les hôpitaux, les blessés arrivent par dizaines. On a vu nos forces armées dehors. Je suppose que j'ai eu quelque chose dans le dos à cause du stress, parce que je suis restée assise pendant 2h30 sans bouger. Mes jambes étaient repliées. C'est encore un peu difficile pour moi de me lever et de marcher. L'attaque au sol est appuyée par des bombardements. 2500 roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza vers Israël. La défense antiaérienne en intercepte la majorité, mais certaines roquettes touchent leur cible et font des dégâts. Il y a 10 minutes, nous avons entendu une forte explosion, nous étions dans l'abri et nous avons entendu un bruit très fort. Tout a volé dans toutes les directions et les voitures ont pris feu. Le Hamas multiplie les points d'entrée sur le territoire israélien. Dans ces images de propagande, on voit des combattants passer la frontière en ULM. D'autres font des trous dans les barrières à l'explosif. Ici, un bulldozer ouvre un passage et des dizaines de Palestiniens passent la frontière. Dans la confusion, des otages israéliens sont emmenés vers Gaza, comme cet homme enlevé et emporté en mobilette. Israël est en guerre. Ce n'est pas une opération, ce n'est pas un film, c'est la guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise et meurtrière contre l'État d'Israël et contre ses citoyens. À la mi-journée, Israël riposte. Des dizaines de frappes sur la bande de Gaza tout l'après-midi. Ces 3 tours de 10 étages sont touchées et s'écroulent. Ce soir, 200 morts sont déjà rapportés à Gaza. Et vous l'avez entendu, Israël se considère ce soir en état de guerre. Toute la journée, beaucoup d'informations ont circulé, beaucoup de confusion aussi. On va donc rejoindre à Tel Aviv notre correspondante Ariane Ménage. Bonsoir Ariane. Décrivez-nous la situation telle que vous la vivez sur place. Bien, dès ce matin, les Israéliens se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte. Ces sirènes qui ont d'ailleurs à nouveau retenti ici à Tel Aviv il y a quelques minutes à peine. Toute la journée, des barrages de roquettes, on l'a vu, ont été tirés depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. La plupart ont été interceptés par le système de défense anti-aérien. Mais ce qui a véritablement choqué et surpris même la population ici, ce sont donc ces commandos palestiniens armés entrés sur le territoire israéliens qui, on l'a vu, ont commis donc des attaques dans les villes frontalières de la bande de Gaza. À cette heure, des combats sont toujours en cours dans cette région, dans le sud d'Israël, et les habitants restent confinés dans les abris antimissiles. Vous l'avez mentionné également, des Israéliens civils comme soldats ont été pris en otage. Certains ont été ramenés à l'intérieur de la bande de Gaza, mais il est encore difficile de connaître à l'heure actuelle le nombre exact de captifs. L'armée israélienne, de son côté, après cette journée de combat, a rappelé toutes ses forces de réserve. Elle continue à mener des bombardements sur la bande de Gaza, sur ce qu'elle dit être des cibles du djihad islamique et du Hamas. Vous avez rappelé ce bilan. 200 morts ce soir et plus de 1600 blessés. Ariane Ménage en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup Ariane. On le comprend, les combats sur place continuent. On va essayer de se projeter un peu avec vous, Quentin Warlop. Merci de nous avoir rejoints. À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines heures ?
Laurent, ce qui est certain, c'est que ce soir, l'armée israélienne confirme que le Hamas a donc emmené des otages israéliens dans la bande de Gaza. Information confirmée également de l'autre côté. Il y a tout juste quelques minutes, le Hamas indique avoir capturé donc des dizaines d'Israéliens. Et ça, c'est un événement important. Des kidnappings de civils, des kidnappings d'officiels, de soldats. Ça va forcément avoir des conséquences dans le séquençage de la riposte israélienne, parce que détenir des otages, c'est forcément détenir ce pouvoir de négociation, ce pouvoir de chantage, et ça, le Hamas l'a bien compris. Et malgré ces otages, on l'a compris, Israël se prépare à la guerre. Oui, on devrait assister dans les prochaines heures, dans les prochains jours, difficile à dire, à une riposte israélienne par le sol. Mais pour Israël, il faut d'abord sécuriser sa frontière. Or, on le voit depuis ce matin, la situation est extrêmement compliquée à la frontière. Et puis, il faut mobiliser les troupes. L'armée israélienne, c'est 200 000 hommes. Si Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, décide de mobiliser les réservistes, on arrive alors à 400 000 hommes. Autre élément important, on sait que Benjamin Netanyahu, il est affaibli politiquement depuis déjà plusieurs mois, et ce soir, il s'érige en chef de guerre. Quant à un dernier élément, on connaît la réputation des services israéliens en matière de sécurité. Est-ce qu'on peut parler d'échec, de faille ? L'offensive, elle était attendue par les services de renseignement israéliens, plutôt à l'été et plutôt au nord d'Israël. Or, aujourd'hui, la grande surprise, c'est qu'elle a lieu dans le sud du pays. Des attaques par la mer, par la terre, par les airs. On l'a vu avec des engins volants étonnants, stupéfiants, inquiétants aussi quand on connaît la qualité, normalement, des services de renseignement israéliens. C'est un régime qui s'est construit sur la sécurité. Or, la sécurité, on le voit, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment garantie. Comment être passé à côté d'une telle attaque? Comment le Hamas a-t-il préparé ces attaques? Comment a-t-il pu se fournir autant de roquettes? Par où sont-elles passées? Autant de questions qui restent ce soir sans réponse. Ce qui est certain, Laurent, c'est que demain, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira à New York, preuve que le conflit inquiète aussi le monde. Oui, on suivra ça évidemment dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Quentin Warlop. Signalons aussi que depuis ce matin, évidemment, les réactions internationales se succèdent. L'Union européenne a par exemple condamné sans équivoque les attaques du Hamas et a exprimé son soutien à Israël. Je vous propose aussi d'écouter le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Il est au micro d'Éric Bévert. Nous condamnons clairement cette attaque de Hamas sur la population et les territoires d'Israël. Hamas est une organisation reconnue depuis 2003 par l'Union européenne comme une organisation terroriste. Et clairement, ce qui se passe là est inadmissible. C'est normal que l'État d'Israël défende sa population et défend son territoire. On espère que les choses peuvent s'arrêter bientôt, mais qu'Israël se défend sa population. C'est tout à fait normal. Est-ce que des mesures de sécurité vont être renforcées autour des lieux de la communauté juive en Belgique, comme c'est le cas en France par exemple? Alors nos services de sécurité font un suivi de ça, le font de très près depuis ce matin déjà. Et pour l'instant, il n'y a pas d'indication qu'il y a un risque supplémentaire, mais c'est des endroits qui sont déjà protégés au quotidien. Et vous le savez, tout ce qui touche au conflit israélo-palestinien est particulièrement sensible. On va donc tenter de bien comprendre ce qui se passe là-bas. Bonsoir François Dubuisson, vous êtes professeur de droit international à l'ULB. Premier élément, et la tâche n'est pas simple, résumez-nous le contexte qui entoure les événements de ce samedi. Effectivement, il est très important de rappeler le contexte. C'est ce qui manque probablement, par exemple, dans la déclaration d'Alexander De Croo, qui ne vise que l'attaque et la condamne sans prendre en considération le contexte beaucoup plus global. Il faut rappeler que les illégalités, elles sont commises au départ par Israël, qui maintient un blocus militaire à l'encontre de Gaza depuis maintenant 16 ans. Et un blocus militaire, c'est équivalent à une agression en droit international. Plus généralement, il y a l'occupation de l'ensemble du territoire palestinien, qui s'accompagne d'une colonisation qui ne fait que s'accroître, avec des tas de mesures de répression à l'encontre de la population palestinienne, des destructions de maisons notamment. Donc il est difficile de faire l'impasse sur tous ces éléments de contexte pour comprendre qu'à un moment donné, ici, on voit que le Hamas a voulu, disons, rompre les lignes, bouleverser la situation, parce qu'on assiste aussi à une impassivité totale de la communauté internationale, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, qui continue finalement d'entretenir des relations économiques normales avec Israël. De temps en temps, adoptent des condamnations purement verbales, mais il n'y a aucune avancée vers une perspective de solution, de négociation, quoi que ce soit. Alors, deuxième élément, et il est important aussi, la situation politique en Israël est particulière. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou gouverne avec l'extrême droite. En quoi cela
a-t-il eu éventuellement un impact ou en quoi est-ce que ça peut avoir un impact sur ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent ? C'est-à-dire qu'effectivement, ce gouvernement qui est extrêmement marqué à droite, avec des partis qu'on peut véritablement identifier comme étant fascistes et d'extrême droite, a mené à l'adoption d'une série de mesures depuis le début de ce gouvernement qui vont dans le sens d'un accroissement de la colonisation, d'un accroissement même de mesures d'annexion de la Cisjordanie, et puis dernièrement des modifications de ce qu'on appelle le statu quo à l'esplanade des mosquées, qui est toujours une question extrêmement sensible sur le statut des lieux saints de Jérusalem. Et donc ça n'a évidemment fait qu'exacerber les tensions entre, de manière générale, les groupes palestiniens et Israël, et puis plus particulièrement le Hamas. Et dans la réponse qui va être apportée, on peut penser que la réponse sera particulièrement dure parce que c'est ce qui va se passer maintenant. Oui. Exactement. Ces différents ministres ont par le passé fait des grandes déclarations contre les Palestiniens en général et le Hamas et Gaza en particulier. Et donc on peut penser qu'on aura une volonté de réaction qui sera encore beaucoup plus forte que celle auquel on a assisté lors des dernières guerres de Gaza, puisque c'est quand même la 6e guerre de Gaza depuis 2006. Et on suivra ça évidemment dans les jours qui viennent. Merci beaucoup François Dubuisson d'être venu nous donner les clés pour bien comprendre ce qui se passe là-bas. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette journée noire au Proche-Orient. Plus d'informations évidemment sur notre site internet rtbf.be/info. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. L'attaque surprise hier des terroristes du Hamas a fait au moins 200 morts côté israélien, sans parler des nombreux kidnappings de civils. La riposte israélienne, elle, sous forme de bombardement, a fait plus de 300 morts côté palestinien. De part et d'autre, ce sont les civils qui payent le prix de ce nouvel embrasement. Julie Rans, Mathieu Van Winkel. Des éclairs et des cris dans la nuit. Les bombardements israéliens sur Gaza sont incessants. Des frappes qui, selon les Israéliens, visent des cibles militaires et politiques. Ici, il ne reste rien du bureau du chef du Hamas. Mais dans cette ville encerclée de 2 millions d'habitants, les civils ne sont jamais loin. Ils ont ciblé ce bâtiment avec un missile d'avertissement, puis ils l'ont complètement détruit. Cette tour, c'est une tour résidentielle et de bureaux, et il n'y a pas de résistants dedans. À main nue pour fouiller les ruines, ces Gazaouis ne peuvent que constater les dégâts. Cette mosquée est complètement détruite. Nous étions sous la sécurité de Dieu à l'intérieur de cette mosquée. Nous y avons prié. Soudain, cette mosquée a été frappée sans aucun avertissement initial et sans en parler aux voisins. Ils ont effrayé les personnes âgées, les enfants et les femmes. Une femme, une Israélienne, est sortie de cette voiture, visiblement maltraitée. Elle a été enlevée en Israël par le Hamas et emmenée ici à Gaza. Des otages israéliens, il y en aurait plusieurs dizaines, femmes, enfants et personnes âgées. Cet acte atroce du Hamas est un crime de guerre. Femmes et enfants détenus par l'ennemi, c'est contraire au droit international. C'est contraire à l'islam. Et quiconque y participe devra rendre des comptes. Des roquettes du Hamas volent à nouveau dans le ciel d'Israël. Un hôpital israélien est touché. Des habitations aussi. C'est stressant, très stressant. C'est stressant et ce n'est pas normal d'élever des enfants de cette façon. Ce matin, des chars israéliens se rassemblent en nombre près de la bande de Gaza. La guerre est lancée. Elle s'annonce difficile dans les deux camps. Oui, on le voit, la situation sur place est extrêmement tendue. On va faire le point avec vous, Quentin Warlop. Après une attaque surprise par le sud, hier, par le Hamas, c'est le nord d'Israël qui a été touché ce matin. Oui, Laurent, des frappes sur des positions israéliennes dans un secteur stratégique à la frontière entre Israël et le Liban. On est donc cette fois au nord du pays. C'est le Hezbollah qui a cette fois frappé Israël, qui a immédiatement riposté dans la foulée. Le Hezbollah, c'est un parti politique libanais, un groupe armé basé à Beyrouth, anti-Israël et pro-Iran. Un point commun avec le Hamas qui frappe depuis le sud depuis hier. Alors quel rôle joue l'Iran dans ce conflit ? C'est évidemment une question importante, surtout quand on sait que plusieurs experts s'accordent à dire qu'il y a eu des réunions ces derniers mois entre les membres du Hamas, entre les membres du Hezbollah et les autorités iraniennes, les trois qui, je vous le rappelle, rejettent l'existence d'Israël.
Et puis, Quentin, il y a une problématique centrale. On l'a vu dans le reportage, il y a ces otages israéliens. Beaucoup d'images de kidnapping circulent sur les réseaux sociaux depuis hier. Oui, on l'a vu dans le reportage, images saisissantes de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées, de soldats qui ont donc été emmenés de force dans la bande de Gaza. Le Hamas qui affirme détenir 163 otages capturés et emmenés donc dans la bande de Gaza. On rappelle que ces prises d'otages, ce sont des crimes de guerre, tout comme les frappes de missiles sur des civils. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce propos Philippe Hensman, c'est le directeur d'Amnesty International. Là, on vise délibérément des civils. Lorsqu'on les prend en otage ou lorsqu'on bombarde des immeubles, bien clairement, on commet des crimes de guerre. Qu'il s'agisse du côté israélien ou du côté de la bande de Gaza, les répliques israéliennes touchent des civils aussi, de la même manière que les attaques du Hamas ont visé des civils. Il y a eu des prises d'otages, puisque des civils israéliens ont été emmenés dans la bande de Gaza. Donc clairement, il y a des violations du droit international des deux côtés, des crimes de guerre des deux côtés. Quentin, si ce chiffre de 163 otages israéliens se confirme, c'est une première. Oui, Laurent, et c'est surtout une humiliation, un échec pour les services de renseignement iraniens, car les Palestiniens ont pu rentrer en territoire israélien pour ramener des otages dans la bande de Gaza, mais ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous de cet homme, Gilad Shalit, c'est un soldat israélien emprisonné en 2006. Il aura fallu 5 ans, Laurent, 5 années pour pouvoir le ramener en Israël. Un seul homme libéré contre 1000 soldats palestiniens. Comment vous dire donc le poids que représentent toutes ces personnes qui ont donc été prises en otage hier. Comment va réagir Israël? Faut-il intervenir avec le risque que ces personnes soient exécutées ou alors négociées? Mais on sait que ça va prendre du temps. Ce qui est certain, c'est que l'armée israélienne se donne désormais 24 heures pour pouvoir évacuer tous les résidents de la bande de Gaza. Les prochaines heures vont donc être déterminantes dans la suite du conflit. Ouais, les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines sans doute. Merci beaucoup Quentin Rallop pour ces explications en direct. Un dernier élément, notez que de multiples compagnies aériennes ont annoncé des annulations de vols à destination et en provenance de Tel Aviv, notamment chez nous, Brussels Airlines et TUI.